Ma sœur a volé mon fiancé, puis m'a envoyé un faire-part avec une note, viens voir ce qu'est le vrai amour. Il pensait que je viendrais en larmes. Je suis venue, mais dans ma robe de mariée. Quand le prêtre a demandé, quelqu'un s'oppose-t-il, j'ai dit, moi, je m'oppose. Puis je lui ai tendu un coffret. Le visage de ma sœur s'est décomposé quand elle a vu ce qu'il contenait. Je m'appelle Apolline Villard et je suis sur le point de vous raconter comment j'ai transformé la pire trahison de ma vie en ma plus grande victoire. Imaginez, ma propre sœur a volé mon fiancé, puis m'a envoyé un faire-part de mariage avec une note disant « Viens voir ce qu'est le vrai amour ». Il s'attendait à me voir arriver en larmes, dévastée. Je suis venue, oui, mais vêtue de ma propre robe de mariée, une promesse silencieuse de la justice qui allait être rendue. Quand le prêtre a demandé si quelqu'un s'opposait à cette union, j'ai dit, moi, je m'oppose, puis je lui ai tendu un coffret. Le visage de ma sœur s'est décomposé quand elle a vu ce qu'il contenait, et ce fut le début de leur fin. Mais avant de continuer, j'aimerais vous demander une petite chose. Je serais ravie de savoir de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment, et quelle heure il est chez vous. Laissez-moi un petit mot dans les commentaires, j'adore lire d'où vous venez tous. Maintenant, plongeons dans cette journée qui a tout changé, dans ce lieu sacré qu'ils avaient choisi de souiller. Les lourdes portes en chêne de la basilique Notre-Dame de Fourvière se sont refermées derrière moi dans un bruit sourd et résonnant, scellant mon entrée dans l'arène. Le silence respectueux qui baignait la nef s'est instantanément brisé, remplacé par une vague de murmures qui a enflé comme une marée montante. 200 têtes, coiffées et apprêtées pour célébrer l'amour, se sont tournées d'un seul mouvement vers moi. Leurs visages exprimaient un mélange de choc, d'incompréhension et, pour certains, une lueur de satisfaction cruelle. Le son de mes talons sur le marbre froid et poli était la seule chose qui brisait le silence grandissant, un rythme solitaire et déterminé. Chaque pas était une affirmation, chaque écho une réclamation. La lumière de l'après-midi lyonnais filtrait à travers les immenses vitraux, projetant des éclats de saphir, de rubis et d'émeraude sur les piliers de pierre. Je me souvenais de ma grand-mère, Madeleine, m'amenant ici quand j'étais enfant. Elle m'avait expliqué comment la lumière était un matériau de construction aussi important que la pierre. En cet instant, je sentais sa présence, comme si ces rayons de lumière étaient son approbation, sa bénédiction sur l'acte que j'étais sur le point d'accomplir. Ce n'était pas seulement leur lieu de mariage, c'était un sanctuaire de mes souvenirs, un héritage qu'ils tentaient de profaner. Ma main se resserra sur le petit coffret en bois de rose dans mon sac. Je faisais cela pour elle, autant que pour moi. Là-bas, sous les dorures de l'autel, il se tenait. Ma petite sœur, Garance, dans une robe ivoire qui semblait soudain fade et sans vie. Son visage, habituellement si rayonnant, était contracté par une fureur mal contenue. À ses côtés, Bastien. L'homme qui m'avait murmuré des promesses d'éternité il y a quelques mois à peine. Il était blême, son regard fuyant balayait l'assemblée, s'arrêtant partout sauf sur moi. Il avait peur. Il devait sentir l'étau se resserrer. Une femme d'une 50aine d'années, l'organisatrice du mariage, Madame Pernet, s'est précipitée vers moi, son chignon impeccable menaçant de se défaire sous le coup de la panique. Mademoiselle Villard, mon Dieu, mais qu'est-ce que, vous ne pouvez pas, bafouilla-t-elle, ses mains s'agitant. Je lui ai offert un sourire désarmant de calme. Mon invitation indique 15 heures, Madame Pernet. Je suis parfaitement à l'heure. N'est-ce pas ce que vous attendez de vos invités? Elle est restée bouche bée, incapable de formuler une réponse cohérente. J'ai continué mon chemin, choisissant délibérément un banc au 3e rang, bien en vue. En m'asseyant, j'ai croisé le regard de mes parents. Ma mère, Sylvie, avait la main sur son cœur, comme si elle allait s'évanouir. Mon père, Hervé, me foudroyait du regard, sa mâchoire si serrée que je pouvais voir le muscle tressaillir sous sa peau. Ils ne voyaient pas une fille blessée, mais une menace pour leur précieuse façade sociale. La musique de l'orgue a repris, plus forte, une tentative désespérée de restaurer un semblant de normalité. Mais c'était trop tard. Le poison du doute était instillé. La curiosité avait remplacé la joie. L'attention était devenue le principal invité de ce mariage. Je me suis assise droite, le dos parfaitement aligné, le coffret posé sur mes genoux. Je n'étais pas venue pour pleurer. Je n'étais pas venue pour crier.
J'étais venu pour assister à l'effondrement d'un édifice construit sur le mensonge, avec les plans de démolition en ma possession. Ils pensaient assister à mon humiliation. Ils ne savaient pas qu'ils étaient les acteurs involontaires de ma résurrection. Et le premier acte était sur le point de commencer. Pour que vous compreniez la force tranquille qui m'animait ce jour-là, il faut que je vous ramène 2 semaines en arrière, dans la solitude de mon appartement du quartier de la Croix-Rousse. C'était un de ces soirs où le poids de la trahison semblait plus lourd que d'habitude. Je triais machinalement le courrier, une routine insipide pour occuper mon esprit. C'est là que je l'ai vu. L'enveloppe. D'un blanc nacré, presque moqueur. L'écriture de Garance, ces boucles arrogantes qu'elle appelait sa signature, dansaient sur le papier. Mon cœur a manqué un battement. Une partie de moi, la partie encore faible et blessée, voulait la jeter au feu. Mais une autre partie, plus forte, plus froide, savait que je devais faire face. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts qui ne tremblaient plus. À l'intérieur, le faire-part était une réplique exacte de celui que Bastien et moi avions passé des semaines à concevoir. La même police élégante, le même papier texturé, le même petit ruban de soie. C'était une appropriation, un vol jusque dans les moindres détails. Et puis, il y avait le mot, glissé à l'intérieur, qui transformait la cruauté en un article. Ma chère sœur, je sais que cela doit être difficile, mais il faut savoir tourner la page. Viens voir ce qu'est le vrai amour. Ce serait dommage que tu manques ça. Je suis restée là, au milieu de ma cuisine, le carton à la main. Le monde autour de moi est devenu silencieux. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, mais une colère blanche, pure. La condescendance, la pitié feinte, le plaisir sadique qu'elle prenait à tourner le couteau dans la plaie, tout était là, dans ces quelques mots. Ce mot n'était que le point culminant de 3 mois de torture psychologique. 3 mois plus tôt, j'étais rentrée d'un voyage d'affaires à Paris. J'avais pris un train plus tôt, impatiente de surprendre Bastien. En ouvrant la porte de notre appartement, un silence étrange m'a accueilli. Puis j'ai entendu un rire étouffé, un rire que je connaissais trop bien. Le rire de ma sœur. Il venait de notre chambre. Mon sang s'est glacé. J'ai avancé comme une automate, poussant doucement la porte. Et là, ils étaient. Dans notre lit. Enlacés sur les draps que ma grand-mère m'avait offerts pour mes fiançailles. Le monde s'est effondré. Ce n'est pas tant la vision qui m'a détruite, que le regard de Bastien quand il m'a vue. Pas de remords. Pas de honte. Juste de l'agacement, comme si j'interrompais quelque chose d'important. La semaine suivante, alors que je tentais de survivre à ce cataclysme personnel, le désastre professionnel a frappé. J'étais l'architecte principal sur le projet de réaménagement du quartier Confluence, une chance inouïe. Le jour de la présentation finale devant les investisseurs, notre plus grand concurrent a présenté une proposition qui reprenait mes idées les plus innovantes, mais en les améliorant légèrement. C'était un plagiat intelligent, impossible à prouver. J'ai perdu le contrat, et ma réputation a été mise en lambeaux. Ce soir-là, la confrontation avec mon père a été brutale. Dans son grand bureau surplombant la Saône, il m'a traité d'incapable. C'est alors que Garance a fait son entrée, jouant la comédie de la sœur désolée. « Papa, c'est peut-être un peu de ma faute », a-t-elle murmuré, les larmes aux yeux. La semaine dernière, j'ai montré des photos de l'appartement à une amie sur mon téléphone, peut-être qu'elle a vu les plans d'Apolline sur la table. Je suis tellement désolée. Son amie, bien sûr, était la directrice de projet de l'agence concurrente. Le piège était parfait. Mon père a tout gobé. Tu vois, Apolline, a-t-il tonné. Ta sœur, au moins, est honnête. Toi, tu es négligente. Peut-être que je t'ai surestimée. Les femmes trop émotives ne devraient pas gérer des projets de cette envergure. Cette phrase, cette généralisation sexiste venant de mon propre père, a été une seconde trahison, peut-être encore plus profonde que la première. Il ne m'avait pas seulement retiré sa confiance professionnelle, il avait invalidé mon identité même. Si vous avez déjà été trahi par la personne que vous êtes censé protéger, par votre propre sang, vous comprenez cette douleur sourde, cette colère impuissante. Si vous étiez à ma place, qu'auriez-vous fait? L'auriez-vous confronté? L'auriez-vous ignoré? Dites-moi dans les commentaires, vos avis m'intéressent vraiment. Ma meilleure amie, Léonie,
horrifiée, m'a supplié de ne pas aller à ce mariage. C'est un piège, Apolline. C'est une exécution publique. Pars en week-end, va à la mer, mais ne leur donne pas cette satisfaction. Mais Léonie ne savait pas que le vent avait tourné. Elle ne savait pas que, 2 jours plus tôt, j'avais reçu l'appel de Maître Alary. Elle ne savait pas que la patience, cette qualité que ma famille avait toujours confondue avec de la faiblesse, était sur le point de se transformer en une arme d'une précision chirurgicale. J'irai, Léonie, lui ai-je répondu au téléphone, ma voix étonnamment stable. Et je vais leur offrir un mariage qu'ils n'oublieront jamais. Car je n'étais plus la victime. J'étais devenu le prédateur. Pour que vous compreniez la dynamique tordue qui régissait notre famille, et la raison pour laquelle Garance est devenue ce qu'elle est, il faut que je vous emmène dans le passé, dans notre grande maison sur la colline de Fourvière, une maison pleine de courants d'air et de secrets. Depuis notre plus jeune âge, les rôles étaient clairement définis. J'étais l'aînée, la raisonnable, le cerveau de la famille, comme disait mon père avec une fierté distante. J'étais celle qui avait de bonnes notes, qui préférait passer des heures à dessiner des plans de villes imaginaires plutôt que de jouer à la poupée. J'étais, en quelque sorte, le brouillon, la version sérieuse et un peu ennuyeuse. Garance, arrivée 4 ans après moi, était le chef-d'œuvre. Elle était la lumière, le rire, le charme incarné. Un sourire d'elle pouvait effacer n'importe quelle bêtise, une larme pouvait lui obtenir n'importe quoi. Mes parents étaient fascinés par elle. Mes succès scolaires étaient attendus, normaux. Ses réussites, même les plus minimes, étaient célébrées comme des événements extraordinaires. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais reçu une collection de livres d'architecture, un cadeau réfléchi, certes, mais accompagné d'un discours de mon père sur les responsabilités qui m'attendaient. Pour les siens, Garance a eu une Mini Cooper blanche, garée devant la maison avec un énorme ruban. Apolline est assez mature pour prendre le bus, mais Garance, elle a besoin de se sentir indépendante, avait justifié ma mère. Cette différence de traitement a créé un fossé entre nous, mais le point de rupture, le moment où j'ai compris que sa jalousie était une maladie, remonte à mon adolescence. J'avais 17 ans, et après des mois de travail acharné, j'avais remporté le premier prix d'un concours national d'architecture pour jeunes talents. Le prix était une bourse substantielle et un stage d'été dans le prestigieux cabinet de Jean Nouvel à Paris. C'était le début de mon rêve. La cérémonie de remise des prix avait eu lieu dans le grand salon de l'hôtel de ville de Lyon. Ma famille était présente. Mon père semblait fier, ma mère un peu dépassée. Mais le regard de ma grand-mère, Madeleine, était la seule récompense qui comptait. Elle m'a prise dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille, « Ceci, ma chérie, c'est du solide. C'est un héritage. Pas de la poudre aux yeux. » Elle m'a offert un magnifique set de stylos à dessin professionnel, que j'ai encore aujourd'hui. Le destin a voulu que la même semaine, Garance, qui avait alors 13 ans, remporte le concours de Miss Junior du 5e arrondissement. Un petit événement local, sans grande importance. Mais pour elle, c'était le sommet du monde. Le soir, elle est rentrée à la maison, rayonnante, son écharpe en satin et son diadème en plastique brillant sous la lumière. Elle a couru vers mon père. « Regarde papa, j'ai gagné. Je suis la plus belle. » Il l'a soulevée dans ses bras. « Bien sûr que tu es la plus belle, ma princesse. » Ma mère a sorti l'appareil photo, immortalisant sa petite star. Pendant le dîner, tout le monde parlait de mon concours, des opportunités que cela m'ouvrait. Ma grand-mère a porté un toast à la future grande architecte de la famille Villard. J'ai vu Garance se renfrogner. Son diadème semblait soudainement ridicule. Plus tard dans la soirée, je suis passée devant sa chambre et je l'ai entendue pleurer. J'ai frappé doucement et je suis entrée. Elle était assise sur son lit, son trophée en plastique jeté dans un coin. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui ai-je demandé. Elle a relevé la tête, ses yeux pleins de larmes et de rage. « Tout le monde s'en fiche de moi. Il n'y en a que pour toi et ton stupide concours de dessin. Comme si c'était important. » « Mais si, c'est super que tu aies gagné, » ai-je commencé. « Non, ce n'est pas super, » a-t-elle crié. « Je serai toujours la jolie et toi tu seras toujours l'intelligente. Et grand-mère ne regarde que toi. Je te déteste. » Ce soir-là, j'ai compris que Garance ne se battait pas pour l'amour de nos parents.
Elle se battait pour l'approbation de Madeleine. Ma grand-mère, la matriarche, la fondatrice, représentait la légitimité, le pouvoir réel. Et Madeleine ne s'était jamais laissée berner par le charme de Garance. Elle voyait à travers. Elle voyait le vide. La jalousie de Garance n'était pas seulement celle d'une sœur. C'était la rage de celle qui se savait jugée inférieure par la seule personne dont l'opinion comptait vraiment. À partir de ce jour, son sabotage est devenu plus subtil, plus pervers. Elle ne cherchait plus à avoir ce que j'avais, mais à détruire ce que j'étais. En me volant Bastien, elle ne volait pas seulement un homme. Elle tentait de prouver à l'ombre de notre grand-mère décédée qu'elle pouvait enfin me battre sur mon propre terrain, en détruisant le bonheur que Madeleine avait vu et approuvé. C'était un acte de profanation posthume. Et c'est pour ça que ma réponse devait être à la hauteur de l'offense. La double trahison a été le début d'une descente aux enfers orchestrée avec une précision diabolique. L'impact financier, bien que douloureux avec la perte de plus de 30 000 € d'acompte pour un mariage qui n'aurait jamais lieu, n'était rien comparé à la dévastation professionnelle et sociale qui a suivi. Chez Villard et Associés, je suis devenu un fantôme. Après m'avoir retiré du projet Confluence, mon père, sous prétexte de me protéger, m'a écarté de toutes les responsabilités importantes. Mon bureau, autrefois un centre névralgique de créativité, est devenu une prison dorée où je passais mes journées à corriger des plans mineurs ou à répondre à des appels d'offres sans espoir. Mes collègues, sentant le vent tourner, m'évitaient. Les déjeuners amicaux se sont transformés en repas solitaires à mon bureau. Je pouvais sentir le mélange de pitié et de méfiance dans leurs regards. Un jour, j'ai surpris une conversation dans la salle de repos. Deux jeunes architectes discutaient. « C'est dommage pour Apolline », disait l'un. « Elle a un talent fou, mais apparemment, elle est complètement instable en ce moment. » Son père a dit qu'elle avait besoin de prendre du recul. Mon père ne se contentait pas de me mettre au placard, il sapait activement ma crédibilité. Pendant ce temps, Garance tissait sa toile sur les réseaux sociaux. C'était son domaine, son arme de prédilection. Elle a posté une photo d'elle et Bastien, rayonnant, avec une légende qui était une attaque directe et personnelle, tellement reconnaissante d'avoir trouvé un amour qui est une évidence, pas un projet de carrière. Parfois, il faut savoir s'éloigner des personnes compliquées et toxiques, même si c'est votre propre famille, pour trouver le bonheur. #vrai amour, #courage, #nouvelle vie. Le message était clair. J'étais la personne compliquée et toxique. Des centaines de « j'aime » ont afflué. Des amis communs ont commenté avec des cœurs et des messages de soutien pour leur « couple courageux ». Pas une seule personne n'a pris ma défense. J'ai essayé d'appeler une amie, une fille que je connaissais depuis l'université. Elle a répondu, sa voix pleine de gêne. « Écoute, Apolline, je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive, mais… » Garance m'a expliqué sa version, et je ne veux pas me mêler de vos histoires de famille. Elle ne voulait pas se mêler, mais elle avait déjà choisi son camp. L'isolement était total. La torture a atteint son paroxysme lorsque Garance a commencé à documenter ses préparatifs de mariage. Elle a posté une photo de sa main, ornée de ma bague de fiançailles, la bague de mon arrière-grand-mère avec la légende « Il a dit oui, à la bonne personne cette fois ». Elle a visité le domaine que j'avais réservé, postant une vidéo d'elle en disant « J'ai trouvé le lieu de mes rêves ». Elle a engagé MON traiteur, MON photographe, ma fleuriste. C'était une annexion systématique de ma vie, une réécriture de mon histoire avec son nom à la place du mien. À ce stade, vous vous dites peut-être que j'avais touché le fond. C'est exactement ce qu'il voulait que je croie. C'est ce que je croyais moi-même. Chaque matin, je me réveillais avec une boule d'angoisse dans l'estomac. J'avais perdu mon fiancé, ma carrière, mes amis, ma place dans ma propre famille. Ils m'avaient tout pris. Mais ils avaient sous-estimé une chose fondamentale, l'héritage de ma grand-mère. Et je ne parle pas seulement d'argent. Je parle de sa prévoyance, de son intelligence stratégique et de la justice qu'elle avait mise en place, comme une bombe à retardement, bien avant de partir. Un après-midi particulièrement sombre, alors que j'envisageais sérieusement de tout quitter, de démissionner et de déménager à l'autre bout de la France, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Mademoiselle Villard ? Maître Alary à l'appareil, le notaire de feu votre grand-mère,
Madame Madeleine Villard. Sa voix était grave, formelle. J'ai supposé qu'il s'agissait d'une formalité administrative. J'ai des documents de la plus haute importance à vous remettre en main propre, concernant la fiducie qu'elle a établie. Pourriez-vous passer à mon étude demain à 14 heures? C'est urgent. Le mot « urgent » a piqué ma curiosité. Je pensais que tout ce qui concernait la succession était réglé, ai-je dit, ma voix lasse. Il y a eu un court silence. Puis il a dit, et ces mots résonnent encore en moi, votre grand-mère était une femme qui pensait toujours plusieurs coups à l'avance. Elle a laissé des instructions très précises. Disons simplement que le moment est venu de révéler le véritable jeu. Je ne le savais pas encore, mais cet appel n'était pas une simple formalité. C'était le début de la fin de leur règne, et le commencement de ma renaissance. Le lendemain, à 14 heures précises, je poussai la lourde porte en laiton de l'étude de Maître Alary. Située sur la prestigieuse place Bellecour, l'étude respirait le sérieux et la discrétion. Les murs étaient couverts de boiseries sombres et de reliures en cuir, et une odeur de cire et de vieux papier flottait dans l'air. C'était un lieu hors du temps, un sanctuaire pour les secrets des grandes familles lyonnaises. Maître Alary, un homme d'une 60aine d'années à l'élégance sobre, m'a accueilli avec une courtoisie et un respect qui m'étaient devenus étrangers. Il m'a installé dans un confortable fauteuil en cuir face à son immense bureau en acajou. Il a pris son temps, ajustant ses lunettes, avant de poser un volumineux dossier relié devant moi. « Apolline » a-t-il commencé d'une voix posée, « je sais que les derniers mois ont été une épreuve terrible pour vous. Et je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de mal à respecter les instructions de votre grand-mère et à garder le silence jusqu'à aujourd'hui. » Je l'ai regardé, intrigué. Votre grand-mère, Madeleine, était la femme la plus brillante que j'ai jamais connue. Pas seulement comme architecte, mais comme stratège. Elle aimait profondément sa famille, mais elle n'était pas aveugle. Elle voyait l'orgueil et la gestion imprudente de votre père, et elle voyait la nature de votre sœur. Il a ouvert le dossier. Ce que peu de gens savent, et ce que votre père a choisi d'ignorer, c'est que l'entreprise Villard et Associés ne lui a jamais vraiment appartenu. Bien avant sa retraite, Madeleine a transféré 78% des parts de la société, ainsi que l'immeuble de bureaux et plusieurs autres propriétés de grande valeur, dans une fiducie familiale. Une fiducie, ai-je demandé, le terme m'étant vaguement familier. C'est une structure juridique, mademoiselle. Une sorte de coffre-fort légal. Elle permet de protéger un patrimoine et de dicter des règles très strictes sur sa gestion et sa transmission. Votre père a été nommé gérant de la société, avec un salaire confortable, mais il n'a jamais été le propriétaire majoritaire. Il a toujours su que la fiducie existait, mais il était trop arrogant pour en lire les statuts, qu'il considérait comme de la paperasse de bonne femme. Il a toujours supposé qu'en tant que fils unique, tout lui reviendrait automatiquement à la mort de Madeleine. C'était une erreur de jugement colossale. Mon esprit commençait à assembler les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais su exister. La fiducie, a poursuivi le notaire, est régie par un document fondamental, le testament fiduciaire. C'est la constitution de l'empire de votre grand-mère. Et ce document contient des clauses, des garde-fous, d'une précision redoutable. Il a sorti un document scellé à la cire rouge, le sceau de Madeleine. Votre grand-mère avait stipulé une chose, 6 mois jour pour jour après son décès, le conseil de la fiducie, composé de moi-même et de 2 de ses plus anciens et loyaux collaborateurs, devait se réunir pour une réévaluation complète de la direction de l'entreprise et pour nommer le bénéficiaire principal et successeur définitif. Cette date anniversaire, c'est ce samedi. Le jour du mariage de votre sœur. Le hasard n'existait pas dans le monde de Madeleine Villard. Mon souffle s'est coupé. Et, quelles sont ces clauses, ai-je réussi à articuler? Maître Alary a chaussé ses lunettes de lecture. Sa voix est devenue plus formelle. Clause 12, section B, le successeur désigné à la tête de Villard et Associés et principal bénéficiaire de la fiducie doit faire preuve d'une intégrité morale et financière irréprochable au moment de la succession. Il a levé les yeux vers moi. Et c'est là que le génie de votre grand-mère opère. Elle ne s'est pas contentée de mots vagues. Elle a défini juridiquement ce qu'elle entendait par intégrité. Il a tourné une page. Annexe 3, définition de l'intégrité financière, est considérée comme indigne toute personne ayant,
au moment de la succession, des dettes personnelles non garanties par un bien immobilier, supérieur à 50 000 euros, ou ayant fait l'objet d'une condamnation ou d'une enquête pour fraude financière. Puis il est arrivé au coup de grâce. Annexe 4, définition de l'intégrité morale, est considérée comme indigne toute personne qui, dans les 12 mois précédant la succession, a sciemment porté atteinte à la stabilité et à l'honneur de la famille par un acte de trahison maritale ou sentimentale manifeste, notamment en entretenant une relation avec le fiancé ou la fiancée d'un membre direct de la famille, père, mère, frère, sœur, point. Je suis restée silencieuse, le cerveau en ébullition. C'était une arme nucléaire juridique, conçue sur mesure pour la situation actuelle. Elle savait, ai-je soufflé, plus comme une affirmation que comme une question. Disons qu'elle avait de fortes intuitions, a corrigé Maître Alary avec un léger sourire. Elle avait observé le train de vie de M. Bastien, qui ne correspondait pas à ses revenus. Elle a donc mis en place cette protection. Elle croyait fermement qu'il fallait laisser le temps aux gens de révéler leur vraie nature. Et elle vous a laissé, à vous, le temps de voir clair. Le faire-part de Garance, posé sur ma table basse, m'est apparu sous un nouveau jour. Ce n'était plus une insulte. C'était une invitation à assister à leur suicide financier et moral. Et j'avais une place au premier rang. Les jours qui ont suivi ma rencontre avec Maître Alary ont été surréalistes. Extérieurement, j'étais toujours Apolline Villard, l'architecte mise au placard, la sœur trahie que tout Lyon plaignait ou méprisait. Mais intérieurement, une révolution avait eu lieu. La tristesse s'était muée en une détermination froide comme l'acier. Je n'étais plus une victime passive, j'étais l'exécutrice testamentaire silencieuse du plan le plus brillant que j'ai jamais vu. Maître Alary m'a convoqué à plusieurs autres reprises pour me préparer. Il m'a montré l'étendue de ce que Madeleine avait construit. Villard et associés n'étaient que la façade. La fiducie possédait des brevets sur des matériaux de construction écologique que j'avais moi-même aidé à développer avec ma grand-mère, des terrains non construits dans des zones qui allaient devenir très prisées, et des participations dans une start-up de logiciels d'architecture. La valeur de 8 millions d'euros était une estimation conservatrice. Pendant que Garance publiait des photos de son enterrement de vie de jeune fille à Saint-Tropez, je passais mes nuits à éplucher des rapports financiers. Le détective privé engagé par le notaire avait fait un travail remarquable. Le rapport sur Bastien était accablant. Ses dettes de 200 000 euros provenaient de tables de poker en ligne et de prêts contractés auprès de personnages peu recommandables. Il était aux abois. Son mariage avec l'héritière Villard n'était pas un choix d'amour, c'était sa seule bouée de sauvetage. Il avait juste misé sur la mauvaise sœur. Le rapport détaillait également la fraude aux cartes de crédit. Il avait utilisé mon ordinateur une fois, prétextant une urgence, pour récupérer mes informations personnelles stockées. Il avait ensuite souscrit 3 cartes premium, qu'il avait fait livrer à une boîte postale. Les relevés montraient des dépenses extravagantes, montres de luxe, week-end à Monaco, dîner dans des restaurants étoilés. Il vivait une vie de millionnaire avec l'argent qu'il me volait. La nausée m'a saisi, mais elle a été rapidement remplacée par une rage froide. Si vous l'aviez épousé, Apolline, m'a expliqué Maître Alary, non seulement vous auriez été légalement co-responsable de ses dettes antérieures, mais la clause de la fiducie vous aurait immédiatement disqualifié. Vous auriez tout perdu. En vous trahissant, Bastien vous a, sans le savoir, sauvé. L'ironie était presque poétique. Et Garance, ai-je demandé. En épousant un homme qui correspond parfaitement aux critères d'exclusion financière, et en ayant elle-même violé la clause morale de la manière la plus flagrante qui soit, elle signe sa propre exclusion. Ils sont dans une impasse parfaite, un chef-d'œuvre de destruction mutuelle. Le plan d'action pour le jour J était simple, mais nécessitait un sang-froid absolu. Je devais laisser la cérémonie se dérouler. Je devais les laisser prononcer leurs vœux et signer les registres. C'est à l'instant précis où ils deviendraient légalement mari et femme que les clauses de la fiducie s'appliqueraient à eux de manière irrévocable. C'est à ce moment-là que je devais me lever. Maître Alary et les 2 autres membres du conseil de la fiducie seraient présents dans l'assemblée, en tant que simples invités, prêts à intervenir pour authentifier les documents et annoncer les décisions. La veille du mariage, alors que je repassais mentalement chaque étape, j'ai reçu un message de Bastien. C'était long et plein de justifications pitoyables. Apolline, je sais que tu dois me haïr.
Mais je veux que tu saches que j'ai tenu à toi. C'est juste que, la vie avec toi était un plan constant, une ambition sans fin. J'ai tout fait. Garance est un souffle d'air frais, elle est simple, elle ne demande qu'à être heureuse. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. S'il te plaît, ne fais rien qui pourrait gâcher notre journée. Pense à ta sœur. J'ai relu le message plusieurs fois, non pas avec douleur, mais avec une fascination clinique. L'arrogance de cet homme était sans limite. Il me demandait, à moi, sa victime, de protéger son bonheur avec ma propre tortionnaire. Il ne cherchait pas le pardon. Il cherchait l'absolution à bas prix pour pouvoir dormir tranquille. J'ai pris une capture d'écran du message et l'ai envoyé à Maître Alary avec un seul mot, pièce à conviction supplémentaire. Cette histoire montre à quel point il est crucial de vraiment connaître la personne avec qui on partage sa vie. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous êtes d'accord, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune histoire où la justice finit par triompher. J'ai sorti la robe blanche de sa housse. Elle était magnifique. Simple, élégante, intemporelle. Elle n'était plus le linceul de mes rêves brisés. Elle était devenue mon uniforme de combat. Un symbole éclatant de la vérité qui allait bientôt éclater au grand jour. La dernière semaine avant le mariage a été le théâtre d'une pression psychologique intense, une dernière tentative désespérée de ma famille pour me faire plier. Le premier assaut est venu de Garance. Elle m'a appelé un soir, sa voix suintant une fausse sympathie qui me donnait la nausée. « Apolline ? C'est Garance. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment vas-tu ? Je vais bien, merci, ai-je répondu d'un ton neutre. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense sincèrement que ce serait trop dur pour toi de venir samedi. De nous voir, Bastien et moi, ce serait cruel. Je le fais pour te protéger. Le culot de cette femme était sans fond. Elle se posait en protectrice après m'avoir poignardé dans le dos. C'est très attentionné de ta part, Garance. Mais ne t'inquiète pas pour moi. J'ai très envie d'être là pour partager votre bonheur. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Le silence qui a suivi était lourd de frustration. Comme tu voudras, a-t-elle finalement lâché, sa voix soudainement glaciale. Mais ne viens pas faire de scène. Ne te rends pas plus pathétique que tu ne le es déjà. La seule personne qui risque d'être pathétique samedi, ce n'est pas moi, ai-je rétorqué avant de raccrocher. La conversation était terminée. L'assaut suivant, plus direct, est venu de mes parents. Ils ont débarqué chez moi un soir, sans prévenir. Mon père, Hervé, avait le visage fermé des mauvais jours. Ma mère, Sylvie, semblait au bord des larmes. Apolline, il faut que ça cesse, a commencé mon père sans même s'asseoir. Tu mets tout le monde mal à l'aise avec cette attitude. Ta sœur est très affectée. Ma sœur est affectée, ai-je répété, incrédule. C'est fascinant. Ne joue pas les innocentes, a-t-il poursuivi, le ton montant. Ce mariage est important. Pour l'avenir de l'entreprise. La famille de Bastien est très influente. Nous avons besoin de cette alliance. Tu dois penser à la famille. La famille, ai-je demandé, ma voix se chargeant d'une ironie glaciale. Parlons-en, de la famille. Est-ce que Garance a pensé à la famille quand elle a couché avec mon fiancé ? Est-ce que tu as pensé à la famille quand tu m'as humilié devant mes collègues et saboté ma carrière ? Mon père a été pris de court. C'était la première fois que je lui tenais tête aussi directement. Et parlons de votre précieux Bastien, ai-je continué, sentant que j'avais l'avantage. Saviez-vous que votre futur gendre, cet homme si influ, est criblé de dettes ? Plus de 200 000 €. Sans compter la petite fraude à la carte de crédit qu'il a commise sur mon dos. C'est ça, l'alliance, que vous voulez pour l'entreprise ? Ma mère a fondu en larmes. Comment peux-tu être si cruel ? Tu inventes tout ça par jalousie. Demandez-lui, ai-je simplement répondu. Regardez-le dans les yeux et demandez-lui de vous montrer ses relevés de compte. Ils sont restés silencieux. Le doute commençait à s'installer. Si tu te présentes à cette cérémonie, Apolline, a menacé mon père, à court d'arguments, tu n'es plus notre fille. Un rire amer m'a échappé. Vous avez cessé d'être mes parents il y a bien longtemps. Samedi, je ne viendrai pas en tant que votre fille.
Je viendrai en tant qu'architecte de votre démolition. Après leur départ, la porte s'est refermée sur un silence assourdissant. L'adrénaline de la confrontation est retombée, laissant place à un vide immense. La force que j'affichais devant eux n'était qu'une façade. À l'intérieur, j'étais brisé. J'ai erré dans mon appartement, chaque objet me rappelant une vie qui n'existait plus. J'ai ouvert un tiroir de mon bureau et j'ai sorti un vieil album photo. Une photo de nous 4, prise lors de vacances en Bretagne il y a une quinzaine d'années. Nous étions sur la plage, souriants, insouciants. J'avais le bras autour des épaules de Garance. Une larme a roulé sur ma joue et a atterri sur le visage en papier de mon père. Je me suis effondré sur le sol, l'album contre ma poitrine, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour la complicité perdue avec ma sœur, pour l'amour inconditionnel que j'attendais de mes parents, pour l'homme que j'avais cru connaître. J'ai pleuré la mort de ma famille. Un sanglot rauque m'a secoué. Grand-mère, ai-je murmuré à travers mes larmes, est-ce que ça en vaut la peine? N'y avait-il pas un autre moyen? Je suis resté là, dans le noir, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. La douleur était un océan, et je me laissais couler. Puis, très lentement, une pensée a émergé des profondeurs. La voix de Madeleine, calme et forte, dans ma tête. La gentillesse sans la force est une invitation au désastre. Je me suis redressé. J'ai regardé les documents de la fiducie, posés sur ma table basse, qui semblaient luire dans la pénombre. Ce n'était pas de la cruauté. C'était une nécessité. C'était la seule façon de mettre fin au cycle de destruction. J'ai essuyé mes larmes. Le chagrin était toujours là, mais il était maintenant contenu par une nouvelle armure de résolution. Il ne m'avait laissé aucun autre choix. Samedi. Le jour du jugement. Le ciel de Lyon, d'un bleu presque violent, semblait se moquer de la noirceur du drame qui se préparait en dessous. J'ai pris plus de temps que jamais pour me préparer. Chaque geste était un rituel. La robe blanche, qui avait attendu si longtemps dans l'obscurité, glissa sur moi comme une seconde peau. Ce n'était pas la robe d'une mariée, mais celle d'une justicière. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me fixait n'était plus la victime en larmes des mois précédents. Ses yeux brillaient d'une détermination froide. J'étais prête. En arrivant devant la basilique de Fourvière, j'ai vu les invités qui affluaient, riant et s'embrassant, ignorant tout de la pièce qui allait se jouer. J'ai attendu que la plupart soient entrés avant de faire ma propre entrée. Mon apparition a eu l'effet d'une détonation silencieuse. Les conversations se sont arrêtées net. Les sourires se sont figés. J'ai traversé l'allée sous un silence de cathédrale, au sens propre du terme, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. J'ai pris place au 3e rang, à côté de Maître Alary qui m'a gratifié d'un imperceptible signe de tête. Les 2 autres membres du conseil de la fiducie étaient assis un peu plus loin, se fondant dans la masse. Le piège était en place. La cérémonie a commencé. C'était un spectacle surréaliste. Le prêtre, un homme bon et sincère, parlait de la sainteté du mariage, de la fidélité, du pardon. Chaque mot était une gifle à la réalité de ce qui se passait sur l'autel. Bastien était d'une pâleur mortelle, son front luisant de sueur malgré la fraîcheur de la basilique. Il n'arrêtait pas de jeter des regards furtifs dans ma direction, comme un animal pris au piège. Garance, elle, jouait son rôle à la perfection. Elle souriait, elle riait, elle posait sa main sur le bras de Bastien avec une tendresse étudiée. Mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire, la lueur de triomphe féroce dans ses yeux chaque fois qu'il croisait les miens. Puis sont venus les vœux, le sommet de leur hypocrisie. Garance a pris la parole en premier, sa voix claire et pleine d'une fausse émotion. Bastien, mon amour. Quand je t'ai rencontré, j'ai su. J'ai su que tout ce que j'avais connu avant n'était qu'une pâle imitation. Tu m'as montré ce qu'était le véritable amour, le vrai. Elle a fait une pause, son regard se posant délibérément sur moi. Certaines personnes passent leur vie à essayer de construire l'amour comme on construit un mur, brique par brique, selon un plan. Mais le vrai amour n'est pas un plan. C'est un ouragan. Il emporte tout. Et rien ni personne, a-t-elle insisté, ne peut se mettre en travers de son chemin. L'assemblée a soupiré d'admiration devant cette déclaration passionnée. J'ai gardé mon visage neutre, une statue de glace au milieu d'un incendie.
Les vœux de Bastien furent un chef-d'œuvre de non-engagement. Il a parlé de l'aventure, de la joie de vivre, de Garance, de la façon dont elle l'avait réveillé. Il n'a jamais parlé d'avenir, de soutien, de difficulté. Il n'a jamais, pas une seule fois, prononcé le mot « amour ». Enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, le prêtre est arrivé au moment crucial. Il a souri aux mariés, puis s'est tourné vers l'assemblée. Le mariage est un engagement public, pris devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi la loi et l'Église demandent, si quelqu'un ici présent a connaissance d'un quelconque empêchement légal ou moral à cette union, d'une raison pour laquelle ces deux personnes ne devraient pas être unies par les liens sacrés du mariage, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence profond et vibrant est tombé. C'était le silence de l'attente. Garance, pleine d'une confiance arrogante, s'est tournée légèrement vers moi. Un sourire narquois flottait sur ses lèvres. Ses yeux me mettaient au défi. Vas-y, fais quelque chose. Rends-toi ridicule. Alors, j'ai relevé le défi. Je me suis levé. Le mouvement était lent, mesuré. Mais il a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans le silence. Un murmure a parcouru la foule comme un frisson. Le sourire de Garance s'est effacé, remplacé par un masque de stupeur. Bastien a fait un pas en arrière, comme s'il avait été frappé. Ma voix, plus forte et plus claire que je ne l'aurais jamais imaginé, a fendu l'air. Moi, je m'oppose. Les 3 mots ont flotté dans l'air de la basilique, suspendus dans un silence stupéfait. Moi, je m'oppose. Ce n'était pas un cri de désespoir, mais une déclaration de fait, froide et précise. Le prêtre, qui n'avait probablement jamais été confronté à une telle situation de toute sa carrière, me regardait avec des yeux ronds. « Pardon, mademoiselle ? Je ne suis pas sûr d'avoir bien entendu. » « Vous avez parfaitement entendu, mon père, » ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas, « je m'oppose à ce mariage pour des motifs légaux et testamentaires. » Mon père s'est levé d'un bond, son visage congestionné par la rage. « Apolline, c'est assez. Assieds-toi immédiatement et cesse ce cirque. » « Ce n'est pas un cirque, papa. C'est une réunion du conseil d'administration qui se déroule dans un lieu inhabituel, ai-je rétorqué, ma phrase énigmatique ajoutant à la confusion générale. J'ai commencé à remonter l'allée, mon coffret en bois de rose à la main. La foule s'est écartée sur mon passage comme la mer Rouge. Je suis arrivé devant l'autel, un espace sacré que j'allais transformer en tribunal. Je pouvais sentir la haine pure émaner de Garance. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-elle sifflé entre ses dents. « Tu es pathétique. » « Je suis l'exécutrice testamentaire de grand-mère Madeleine, ai-je annoncé, et ces mots ont eu l'effet d'une bombe. J'ai tendu le coffret au prêtre. « Mon père, je vous demande de lire le document qui se trouve à l'intérieur. Il s'agit des statuts de la fiducie familiale Villard. » Avant qu'il ne puisse protester, Maître Alary s'est levé et s'est approché. « Je suis Maître Alary, notaire et conseiller juridique de la fiducie. Je peux attester de la validité de ces documents et du caractère exécutoire des clauses qu'ils contiennent, à compter de ce jour précis. » La présence de l'avocat a dissipé toute idée qu'il s'agissait d'un simple caprice de femme bafouée. C'était sérieux. C'était légal. Le prêtre, n'ayant d'autre choix, a ouvert le coffret et a commencé à lire les passages que nous avions surlignés. Sa voix, d'abord hésitante, est devenue de plus en plus assurée à mesure qu'il réalisait la portée de ce qu'il lisait. Il a annoncé la valeur de la fiducie, près de 8 millions d'euros. Un murmure d'admiration et de jalousie a parcouru les bancs. Puis il est arrivé aux clauses d'exclusion. Est considéré comme indigne et donc exclu de toute succession, toute personne ayant des dettes personnelles supérieures à 50 000 euros. Tous les regards se sont tournés vers Bastien. Je me suis tourné vers lui. « Bastien » ai-je demandé d'une voix conversationnelle. Le montant exact de tes dettes de jeu, c'est bien 212 450 euros, n'est-ce pas? On ne va même pas parler, pour l'instant, de la fraude à la carte de crédit. Garance a regardé Bastien, son visage se décomposant. Des dettes? De quoi elle parle? Bastien, dis-lui qu'elle ment. Le silence de Bastien était assourdissant. Il ne pouvait pas nier. Nous avions les preuves. Le prêtre a continué, sa voix résonnant comme un verdict. De plus,
est exclue toute personne qui porte atteinte à l'honneur de la famille par un acte de trahison maritale manifeste. Le piège s'est refermé. Le génie du plan de ma grand-mère résidait dans le fait que chaque clause les condamnait individuellement, et leur union les condamnait ensemble. Garance a enfin compris l'ampleur du désastre. Elle venait de dire « oui » à un homme qui non seulement la privait d'une fortune, mais qui était aussi un escroc fauché. Elle avait échangé un empire pour un tas de dettes. Non, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant en un sanglot de rage. C'est un mensonge. L'entreprise est à papa. C'est à ce moment que le deuxième membre du conseil de la fiducie, M. Durand, un vieil ami de ma grand-mère, s'est levé. Faux, mademoiselle. Votre père n'a jamais été que le gérant. Et au vu de sa gestion désastreuse, des prêts qu'il a contractés illégalement contre les actifs de la fiducie, le conseil a voté sa révocation ce matin même. Il n'a plus aucune autorité. Mon père s'est littéralement effondré sur son banc, comme si ses jambes ne le portaient plus. Le chaos a éclaté. Garance s'est retournée contre Bastien. Tu savais. Tu savais pour les dettes et tu ne m'as rien dit. Tu voulais juste mon argent. Quel argent, a-t-il rétorqué, la peur le rendant hargneux. C'est toi qui disais que tu allais tout hériter. C'est toi qui m'as utilisé. Le prêtre, dépassé, a annoncé d'une voix faible, la cérémonie est terminée. Au milieu de ce tumulte, Maître Alary a prononcé la phrase finale, calmement mais fermement. Conformément au statut de la fiducie, et par l'élimination de tous les autres candidats, Mademoiselle Apolline Villard est nommée seule administratrice et unique bénéficiaire de la totalité des actifs. Toutes nos félicitations, mademoiselle. Garance m'a regardé, le visage tordu par la haine. Je vais te détruire. Tu as déjà essayé, ai-je répondu, ma voix douce. Et regarde où ça t'a mené. J'ai fait un léger signe de tête à Maître Alary, puis je me suis retourné. J'ai descendu la grande allée de la basilique, laissant derrière moi un champ de ruines. Dehors, le soleil de Lyon brillait toujours. Pour moi, c'était le premier jour du reste de ma vie. L'onde de choc du « mariage de Fourvière », comme l'ont surnommé les journaux locaux, a secoué Lyon pendant des semaines. La vidéo de mon objection, filmée par un cousin éloigné et postée sur Facebook, a atteint des millions de vues. Du jour au lendemain, je suis devenue le symbole inattendu d'une revanche féminine intelligente et sans concession. J'ai reçu des centaines de messages de femmes partageant leurs propres histoires de trahison et me remerciant de leur avoir donné du courage. C'était à la fois étrange et incroyablement émouvant. Sur le plan juridique, les choses se sont mises en place avec une efficacité redoutable. Bastien, confronté à des preuves de fraude irréfutables, a plaidé coupable pour éviter la prison. Il a été condamné à me rembourser jusqu'au dernier centime et à une lourde peine de travaux d'intérêt général. Il a disparu de la circulation, retournant vivre chez ses parents en Normandie, sa réputation à jamais détruite. Mon père, Hervé, a dû faire face à la réalité de sa gestion. L'audit commandé par le Conseil de la fiducie a révélé des années d'incompétence et de dépenses personnelles maquillées en frais professionnels. Pour éviter un scandale public et des poursuites pour abus de biens sociaux, il a accepté de signer un accord dans lequel il renonçait à toute prétention sur l'entreprise et acceptait une modeste pension, juste de quoi vivre décemment. Lui et ma mère ont vendu la grande maison familiale, symbole de leur statut social, et ont emménagé dans un appartement en périphérie. Ce fut pour eux une leçon d'humilité tardive et douloureuse. La chute de Garance a été la plus dure. Sans argent, sans statut et avec une réputation en lambeaux, elle a dû affronter le monde réel pour la première fois de sa vie. Elle a trouvé un travail de serveuse dans un bistrot du Vieux-Lyon. J'ai appris par des connaissances communes qu'elle avait commencé une thérapie, tentant de comprendre les racines de sa jalousie maladive. Ma prise de fonction à la tête de Villard et Associés n'a pas été simple. Il y avait de la méfiance, de la rancœur. Certains employés fidèles à mon père me voyaient comme une usurpatrice. J'ai dû travailler 2 fois plus dur pour prouver ma légitimité. Je ne me suis pas contentée de gérer l'héritage de ma grand-mère, je l'ai fait fructifier. J'ai insufflé une nouvelle vision, plus moderne, plus durable. J'ai remporté des contrats que mon père n'aurait jamais osé viser. J'ai promu des talents, en particulier des femmes architectes, qui avaient été maintenues dans l'ombre pendant des années.
J'ai transformé l'entreprise à mon image, solide, intègre et tournée vers l'avenir. Environ 1 an après le mariage avorté, j'ai reçu une lettre manuscrite. L'écriture était celle de Garance. J'ai mis longtemps à l'ouvrir. Ce n'était pas une lettre d'excuse, mais une lettre de prise de conscience. Elle ne me demandait pas pardon. Elle m'expliquait. Elle parlait de son sentiment d'être invisible à côté de moi, de sa course effrénée pour obtenir l'approbation de notre grand-mère. Je pensais que si je te prenais ce qui t'était le plus cher, je prouverais que j'existais, écrivait-elle. Je comprends maintenant que j'ai seulement réussi à détruire la seule personne qui, malgré tout, a toujours été ma sœur. Je travaille à me reconstruire, non pas pour toi, mais pour moi. Je n'ai pas répondu, mais j'ai gardé la lettre. C'était la première pierre d'une possible, lointaine, reconstruction. Aujourd'hui, 2 ans ont passé. La vie a repris ses droits. L'entreprise est l'une des plus respectées de la région. J'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Thomas, il est historien de l'art. Il aime les vieilles pierres et les âmes fortes. Il connaît mon histoire et l'admire sans jamais se sentir intimidé. Avec lui, je réapprends la confiance, la simplicité d'un amour qui ne cherche pas à posséder, mais à accompagner. Voilà mon histoire. C'est le récit de la façon dont une trahison a failli me détruire, et comment la sagesse d'une femme exceptionnelle, ma grand-mère, m'a donné les outils pour me reconstruire et bâtir un avenir encore plus solide. J'ai appris que la vraie force ne crie pas. Elle planifie, elle attend, et elle agit au moment juste. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Quelles sont les limites que vous avez dû fixer dans votre vie pour vous protéger? Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait en aider d'autres. Si ce récit vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager et à cliquer sur « J'aime ». Et surtout, abonnez-vous pour plus d'histoires de victoires silencieuses. Rappelez-vous toujours, la meilleure vengeance, c'est une vie magnifiquement reconstruite.